Bonjour à tous, je suis Dimade, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer en profondeur sur le sujet et de bien comprendre mon message, pour ma première vidéo, j'ai décidé de commencer par définir ce qu'est la théorie et ce qu'est la science. Ce sont des catégories différentes et bien distinctes. On pourrait même dire opposées, cependant nombreux les mélanges. Je vois beaucoup de définitions sur le net, par-ci et par-là, même très techniques. Donc, j'aimerais mettre ma propre définition, on pourrait dire une définition populaire, afin que tout le monde puisse comprendre et surtout éviter de faire des erreurs sur ce sujet. Premièrement, qu'est-ce qu'une théorie ? Quand on parle de théorie, on parle de supposition. C'est-à-dire qu'on va émettre une hypothèse sans preuve, on va juger sans preuve, on va émettre une opinion sans preuve. Vous voyez, j'insiste dessus, sans preuve. Ce qui fait qu'elle peut être sujette à des interprétations ou on peut faire également de la stigmatisation. La théorie peut être une idée. C'est une représentation abstraite d'une chose. Abstrait ici veut dire sans réalité concrète, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore prouvé ou qu'il n'a pas encore été réalisé ou on ne l'a pas encore jugé réalisable. C'est une représentation élaborée par la pensée. La théorie, c'est une pensée intérieure. La théorie vient d'une pensée intérieure et non extérieure, qui émet des arguments qui n'ont pas été prouvés. Le plus souvent, c'est plus la vision du monde dans la pensée d'un théoricien. Peu importe son statut et son degré d'étude, c'est une connaissance directe, donc immédiate, de sa propre vérité sans raisonnement. Cette vérité deviendra universelle à partir du moment qu'elle a été prouvée. Mais comment on peut prouver une idée, une pensée, donc une théorie ? Grâce à la science, bien sûr. La science, c'est un ensemble de connaissances avérées, car elle a été vérifiée par des méthodes expérimentales. Ici, on parle des méthodes quantitatives et qualitatives. Je vais vous les définir un peu plus tard. Donc, afin de mieux comprendre, je vais vous montrer quelques exemples. On peut parler de travail de terrain. On fait des expériences à l'extérieur ou en laboratoire. Par exemple, en médecine, on va disséquer un œil afin de connaître les détails sur le champ de vision pour trouver une solution aux personnes qui ont des problèmes de vue. Le rôle de la police scientifique consiste à appliquer les examens techniques et les analyses scientifiques qu'il réalise sur les empreintes, les marques et indices prélevés au cours d'une enquête. Il contribue à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions de toute nature. En archéologie, il travaille souvent avec les historiens et les géologues pour faire des recherches sur des objets qu'utilisaient nos ancêtres pour comprendre l'histoire ou même trouver des solutions aux problématiques qui touchent notre société, qu'on a certainement perdu et que nos parents avaient connaissance. Même, tout simplement, ils retracent l'histoire. Car certaines fois, on a des auteurs qui racontent l'histoire de leur point de vue, qui sont souvent morts et qu'on n'a pas de preuves. Avec les fouilles archéologiques, on peut prouver si cette histoire s'est réellement passée. Il y a les volcanologues qui étudient les volcans. Donc, si vous entendez une alerte à un volcan en éruption, c'est grâce à leur expertise. On a également les géologues et les géographes. Par exemple, ils étudient la densité de population à un moment donné. Ils étudient l'environnement, les rochers, le climat. C'est par leur expertise qu'on sait s'il y aura des catastrophes naturelles ou des catastrophes faites par l'homme. Par exemple, si une société est mal organisée, ça peut faire des ruissellements d'eau et ça peut provoquer des inondations. Je dirais même qu'ils sont les gardiens de notre civilisation. Il faut beaucoup de choses, mais pour développer, ce serait trop long. On a les botanistes qui étudient les plantes.
Si on a trouvé des plantes médicinales ou des plantes qui sont un danger pour l'humain, c'est grâce à leur travail et leur expertise. Ils sont là également pour préserver la faune et la flore. Tout ce travail que je viens de citer, c'est du travail scientifique de terrain. Nous sommes vraiment au cœur de la science. La science n'est pas forcément travailler en laboratoire ou faire spécifiquement des récoltes de données. Car là, ici, on voyait qu'on a récolté des données et qu'on allait l'analyser. Mais il existe une autre type de science qui est appelée anthropologie. Donc l'anthropologie est une science qui étudie l'homme en société. En sciences du langage ou dans la littérature, on peut étudier l'évolution d'une ou plusieurs langues à travers le temps. Ou même chercher à ressortir à travers des écrits la philosophie de la population ou civilisation d'une époque donnée. Le plus souvent, elle est appuyée par l'archéologie, comme je vous ai dit depuis précédemment, afin de prouver la véracité des écrits et ne pas confondre avec une histoire vraie ou un auteur qui écrit des contes par inspiration de sa propre pensée et non de ce qu'il a vu ou aurait entendu. L'histoire, une science très riche dans la recherche, d'ailleurs qui travaille avec toutes les disciplines, elle peut travailler sur tous les types de problématiques, sur des histoires à une période donnée, ou même se consacrer à faire des recherches sur une civilisation distincte. C'est pour cela que, qu'en science, certains historiens aiment se vanter. Et oui, on a besoin de l'histoire pour comprendre tout ce qui nous entoure. L'anthropologie regroupe toutes les disciplines en lettres et sciences humaines. D'ailleurs, la sociologie est le cœur de cette science, car justement, on étudie la société. Cette science doit être prise avec des pincettes, car contrairement aux autres sciences exactes, comme je l'ai dit, elle travaille en collaboration avec plusieurs disciplines pour que sa théorie soit validée. Car à partir du moment où tu étudies l'homme, tu peux être automatiquement fait l'objet d'interprétation. C'est là où vient la notion d'objectivité et de subjectivité. Car le scientifique qui fait une enquête peut influencer les résultats quand il met une opinion personnelle de ce qu'il voit ou il entend, surtout quand celle-ci n'est pas de sa culture. C'est pour cela qu'en anthropologie, on demande aux scientifiques d'être impartial dans leurs recherches pour plus de fiabilité. Et comme on est tous humains, il y a toujours l'inévitable. On a mis en place l'étude comparée. C'est-à-dire qu'on va comparer deux cultures, on peut comparer deux histoires, deux périodes données comme l'Antiquité et le Moyen-Âge, ou même comparer du système politique. On peut comparer deux langues, on peut comparer un système éducatif. En conclusion, qu'est-ce que la science? Comme je disais tout au début, avec la science, on part sur deux approches, quantitative et qualitative. L'approche quantitative correspond à la mobilisation de données généralement structurées sur un nombre important d'individus. Normalement, le chercheur ou l'étudiant prend minimum 100 personnes. Elle est utilisée pour mesurer des phénomènes et quantifier les liens entre différents facteurs. C'est tout ce que j'avais expliqué avec les sciences exactes. C'est-à-dire qu'on va collecter des données, ensuite les analyser pour faire une implémentation des résultats. En approche qualitative, on l'utilise très souvent en anthropologie. Oui, très souvent, c'est-à-dire en sciences sociales. Le chercheur vise à comprendre le phénomène en tenant compte du contexte de l'environnement culturel vécu par l'individu. Contrairement à l'approche quantitative, le but n'est pas d'obtenir une quantité de données, mais c'est de développer des concepts qui nous aident à comprendre les phénomènes sociaux
dans des contextes expérimentaux, en mettant l'accent sur les significations, les expériences et les points de vue de tous les participants. C'est une méthode descriptive qui se concentre sur l'expérience, interprétation et la signification. Elle s'obtient par deux méthodes, dans l'observation, dans les entretiens. L'observation est une technique très utilisée dans les études qualitatives et permet une analyse du réel. Elle permet de décrire des comportements, des lieux, des situations et des émotions auxquelles assiste le chercheur en tant qu'observateur. Il peut choisir entre l'observation participante, c'est-à-dire qu'il va partir en immersion. On voit très souvent avec les peuples où les chercheurs vivent avec eux. Ils pratiquent leurs coutumes, ils mangent la même nourriture qu'eux. Donc le chercheur participe également à son expérience. Il y a également l'observation non participante. Ils observent de manière extérieure, donc ne fait pas partie du cadre social. En ce qui concerne l'entretien, il permet aux chercheurs de récolter des données verbales qui sont récoltées grâce à des questions préparées ou non. Cette seconde technique de l'étude qualitative permet de comprendre le sujet à partir d'interprétations des données récoltées lors des témoignages. Donc le chercheur peut choisir entre l'entretien directif, l'entretien semi-directif ou l'entretien non directif. Ces deux approches quantitatives et qualitatives sont utilisées le plus souvent à part, mais quand on les assemble, elles font des résultats fiables. Il y a aussi le focus group qui est très peu connu. Cette technique consiste à rassembler des individus pour comprendre leur comportement à l'égard d'un phénomène, d'un sujet ou d'un produit. Ce protocole d'enquête permet de recueillir l'opinion de plusieurs personnes à la fois dans un environnement social spécifique. Il est souvent plébiscité pour établir une enquête qualitative de marché. Cette technique permet aussi d'étudier les relations sociales entre les personnes présentes. La présence d'autrui permet de mettre les individus sous une pression qui révèle certains comportements. On l'utilise souvent dans les expériences en psychologie, plus précisément en psychologie sociale. Pour conclure, une théorie n'est pas de la science, et la science n'est pas une théorie. De même, un scientifique peut proposer une théorie, donc une hypothèse, mais une personne qui met en place une théorie n'est pas obligé qu'il soit scientifique ou qu'il ait un diplôme. Donc n'importe qui peut émettre une théorie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et voilà.